deux chiffres peut-être pour entamer le débat. Le premier, c'est la part des dossiers de fiscalité internationale dans les redressements, augmentation de 36% depuis 2021. Donc ça monte. Deuxième chiffre, c'est les transmissions à l'autorité judiciaire de dossiers. Depuis 2018, le chiffre a augmenté de 70%. Donc on voit plus de fiscalité internationale, et fiscalité internationale, c'est beaucoup les prix de transfert, et derrière aussi plus de transmissions pénales. Dans le même temps, on en parlera un peu, on voit émerger et se développer les conventions judiciaires d'intérêt public. On voit aussi une annonce de l'administration d'une démarche analytique beaucoup plus forte, au moins dans la planification de dossiers. Enfin, depuis BEPS, vous croulez tous sous les mesures de reporting de plus en plus poussées et de plus en plus importantes. Bref, une forme d'enfer fiscal. Et tout ça, si on se projette un peu, l'administration annonce la sortie prochaine d'un plan de lutte contre la fraude, dont on sait que les prix de transfert seront une composante importante. Donc face à ça, comment on gère? Qu'est-ce qu'on fait? Et si on déclarait ça par les faits? Et justement, Eric, si on regarde ce qu'on observe nous sur le terrain en matière de contrôle fiscal, quelles sont les évolutions récentes? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Oui, et je pense que dans ma description, vous allez tous peu ou prou vous retrouver finalement. On voit d'abord un contrôle fiscal qui est très orienté sur la fiscalité internationale, et au sein de la fiscalité internationale, en particulier sur les prix de transfert. C'est une sorte de quick win dans la mesure où les enjeux sont rapidement importants et un certain nombre de compétences ont pu être développées avec le temps par les services de contrôle. On l'a vu initier d'abord par la DVNI avec les consultants, mais on l'a vu ensuite se répartir ou se diffuser au sein des services de contrôle dans les régions. Et on voit que sur ce sujet, l'administration fiscale dispose de plus en plus d'informations à sa disposition avant même de frapper à votre porte. L'information elle est disponible du bureau pour eux. Tu vas y revenir dans un instant, Thomas, mais les sources d'informations sont multiples. On pense au CBCR, au 2257 et à d'autres sujets, à d'autres documents, à d'autres éléments. On voit deux sources importantes d'informations se dégager, notamment récemment. C'est l'assistance administrative. Quand je dis récemment, c'est relatif. Mais en tout cas, on voit deux courants importants. D'abord, l'assistance administrative automatique. On voit que les administrations échangent de plus en plus d'informations. Et elles le font certes dans le cadre de procédures qui sont mises en place et qui sont jouées régulièrement parce que, je parlais du CBCR par exemple, il est prévu que cette information soit échangée, mais pas uniquement. La France a été l'une des premières administrations à transmettre spontanément un certain nombre d'éléments qu'elle découvrait à l'occasion des contrôles et à faire partager ses partenaires de choses qui lui paraissaient curieuses, alors même que ça ne l'intéressait pas forcément en France, mais que ça pouvait être utilisé par ses partenaires étrangers. Aujourd'hui, on voit que les administrations étrangères font de même et n'hésitent plus à transmettre à l'administration française des informations qu'ils ont glanées à l'occasion des déclarations ou à l'occasion des contrôles. Donc deux éléments qui sont clairement des éléments importants. On voit aussi se développer un recours, je vais le dire de cette manière-là, de plus en plus rapide et probablement plus important en matière de pénalité. Là où les prix de transfert dans le passé étaient considérés comme un sujet probablement un peu à part, très technique, donc pas forcément sujet justement à ces pénalités, aujourd'hui on voit les vérificateurs les utiliser plus rapidement avec des arguments qui sont assez étonnants, comme par exemple, vous ne pouviez pas ne pas savoir, puisque ce sont des sujets qui sont éminemment techniques et pour lesquels le groupe maintenant est sensibilisé, et au demeurant, les enjeux sont tels que vous auriez dû, et donc vous l'avez fait, vous pencher sur le sujet, vous poser un certain nombre de questions. Donc si on est capable de notifier, nous, administration, des rectifications aussi importantes, c'est que vous l'avez négligé, et donc que vous le saviez. Bon, ça se discute beaucoup, mais en tout cas, c'est une tendance qu'on observe de plus en plus, parce que, et on y reviendra plus tard, c'est évidemment un levier important en termes de négociation ensuite dans le cadre de la clôture des contrôles. Et puis, on voit se dégager de plus en plus, on a cru un temps que c'était quelque chose qui était passager, on voit finalement que c'est durable et récurrent, c'est l'intérêt à la notion d'établissement stable.
sous deux formes, d'une certaine manière, deux tendances. Une tendance qui consiste à aller regarder ce qui se passe à l'étranger en disant attention, toute cette activité aurait dû être taxée en France. Et donc on essaye, enfin les services de vérification essayent évidemment d'attraire cette activité à la rendre taxable en France. Ou alors, autre tendance, c'est celle que vous avez vue évidemment de manière prégnante dans la presse, sur une dérive qui consiste, faute de pouvoir corriger de manière importante, simplement en jouant sur quelques taux de marge, à essayer de développer l'idée selon laquelle existe en France un établissement stable développé par un groupe étranger. Donc deux éléments qui sont très importants. Peut-être un autre élément aussi qui se dégage, mais j'insiste pas beaucoup parce que la France, pour le moment, n'est pas vraiment touchée, c'est le recours au contrôle coordonné. On sait que le gouvernement et l'administration française ne sont pas forcément fans de ces procédures qui ont été encensées finalement par un certain nombre d'administrations étrangères et par l'OCDE. La France considère que ce n'est pas dans ce cadre-là qu'on élimine la double imposition. Dans le cadre d'un contrôle coordonné, chacun tire plutôt la couverture à soi, sauf à se trouver un ennemi commun, par exemple les filiales européennes d'un groupe américain, par exemple. Mais donc, ce n'est pas l'outil premier qui est utilisé par l'administration française, même si elle peut ponctuellement accepter d'entrer dans ce jeu. En tout cas, clairement, ce n'est pas une tendance de fond qui est retenue par la DGFiP. On l'a vu de temps en temps participer à quelques contrôles sous forme ICAP ou autre, mais c'est clairement pas ce vers quoi tend la DGFiP aujourd'hui en matière de contrôle. Et puis, dernier peut-être élément à garder en tête, puisqu'on parlait d'échange d'informations, c'est celui du CBCR, qui pour l'instant ne semble pas nourrir énormément la réflexion des vérificateurs, ni même guider leurs opérations de contrôle. Mais en revanche, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, on a vu certaines administrations en Allemagne, en Espagne, développer soit des outils, soit des compétences par la formation de leurs vérificateurs qui sont vraiment dédiés sur ces sujets-là. Et Aymeric, sur ce sujet-là, quelques compléments peut-être ? Oui, alors c'est une anecdote d'abord sur le contrôle commun. J'ai essayé de déclencher un contrôle commun à partir de la France. Le vérificateur de la DVNI était tout à fait d'accord avec ça. Il dit c'est génial, je vais pouvoir voyager. J'attends toujours ma réponse. Donc effectivement, ce n'est pas à l'initiative du contribuable. Ce sont les autorités qui se saisissent et qui décident ou pas de le faire. Donc c'était une petite anecdote. Ce qu'on voit donc à notre niveau, c'est par exemple des évolutions sur les mises en demeure. Si vous avez du mal à vous endormir le soir, je vous conseille un document qui est le document préparatoire à la loi de finances, donc là en l'occurrence le dernier c'était pour la loi de finances 2022, où vous avez toute une description des activités de la DVNI, je pense que c'est principalement la DVNI d'ailleurs, et ils expliquent par exemple qu'en 2020, alors évidemment c'était année Covid, il n'y a eu qu'une seule société en France qui aurait été pénalisée au titre de l'article 1735 ter, c'est-à-dire de ne pas avoir, après mise en demeure, rendu une documentation complète. Donc, a priori, une seule fois en 2020, certes, année Covid. Ce qu'on constate depuis le retour aux affaires, c'est des mises en demeure beaucoup plus nombreuses. Donc, on ne parle pas d'une seule, mais beaucoup plus nombreuses. On a même eu un cas, je crois, d'une mise en demeure attachée à l'avis avec l'avis de vérification. Ça, c'était sympathique. Donc, il n'y a pas eu de demande, il y a eu la mise en demeure tout de suite. Alors, évidemment, on l'a contesté. Voilà. Bon, donc ça c'est une anecdote, mais ça montre quand même que l'outil documentaire est clairement identifié comme étant un moyen pour l'administration, en tout cas un espoir pour l'administration, de comprendre les prix de transfert et de faire des redressements en prix de transfert. Alors de comprendre, je ne sais pas, parce qu'on a toujours le vérificateur qui ne lit pas toujours la documentation, voire pas beaucoup, mais par contre il va assez vite vous dire qu'elle n'est pas compliant ou qu'il manque des choses. Tout à fait. Et donc ça c'est la première vie. Enfin, clairement les changements qu'on voit, c'est le déclenchement de mise en demeure beaucoup plus facilement. La deuxième tendance que l'on voit, en tout cas, alors c'est un avis personnel, mais je pense que c'est l'expérience qu'on a au cabinet, en matière de prix de transfert sur beaucoup de sujets, l'administration française est quand même beaucoup plus, comment dirait-on, conciliante à l'égard des groupes français qu'à l'égard des groupes étrangers. Pour les mêmes types de transactions,
on n'est pas du tout sur la même sévérité et les mêmes demandes selon qu'on soit dans un groupe étranger ou sur un groupe français. Je ferai quand même une exception à ce principe-là, c'est sur 2 sujets, c'est les management fees et les redevances. Donc sur les management fees, effectivement, l'administration française est énervée de voir qu'il y a encore des coûts significatifs qui ne sont pas refacturés au groupe. On sait tous la difficulté qu'il peut y avoir à refacturer certaines choses à l'Inde, à la Chine, à la Pologne, et j'en passe, et des meilleurs. Et donc ce sont des sujets récurrents, systématiques, d'achoppement entre l'administration française et les groupes. Même si à ce sujet-là, je crois qu'il y a une jurisprudence concernant le Brésil qui a permis, qui a reconnu que dans l'impossibilité quasiment pénale de facturer les choses, le contribuable, ayant fait le maximum, a pu montrer qu'il avait fait le maximum pour tenter de facturer et a pu convaincre le juge de ne pas être pénalisé à ce sujet-là. Autre sujet, évidemment, les redevances. Alors clairement, les redevances payées, ça évidemment, c'est un sujet qui est regardé avec beaucoup d'attention par l'administration et qui souvent se contente. Alors, elle est capable de plus en plus de faire ses propres comparables, même en matière de redevances. Elle a accès à Kettimine en particulier, donc elle est capable au moins de faire des benchmarks de type prix comparable sur le marché libre. En revanche, sur des méthodes plus complexes de type partage de profit, ce que l'administration contente de faire, c'est de modifier les paramètres d'une analyse déjà réalisée, c'est-à-dire si dans votre politique de prix de transfert, vous avez une méthode de partage de profit, elle se contentera d'aller regarder quelques détails et remettre en cause quelques détails de votre méthode. Pour l'instant, on a rarement vu l'administration développer par elle-même des méthodes plus complexes que la méthode du prix sur le marché libre. Alors, on a beaucoup parlé aussi des velléités de l'administration en matière de data analytics. Thomas, tu peux peut-être nous dire un mot de ce qu'on observe là-dessus ? Donc effectivement, Eric, tu disais tout à l'heure que l'administration a de plus en plus d'informations pour faire son travail. Tu as cité plusieurs sources d'informations, j'en rajouterai une, c'est qui est à venir et qui va arriver très vite, c'est la facturation électronique. Donc on sait qu'une fois qu'ils auront cet élément en plus, là ils auront vraiment à cœur ouvert l'ensemble de vos flux et de vos modes opératoires. Thomas, rapproche le micro, je crois qu'au fond ils t'entendent peu. Voilà, donc de plus en plus d'informations à leur disposition. Et la deuxième évolution qu'on observe, c'est la volonté de leur part de s'équiper pour traiter cette donnée. Ça, on le voit clairement aujourd'hui, il y a une forte volonté, il y a des investissements massifs du côté de l'administration pour avancer sur ces sujets-là. L'aspect où on perçoit le plus les résultats sur cet équipement, c'est la planification du contrôle fiscal. La DGFiP publie en fait des informations sur ces résultats dans ses rapports annuels et elle indiquait qu'en 2019, par exemple, 22% des contrôles fiscaux ont été déclenchés par un ciblage suite à un traitement de données par algorithme automatique pour détecter les transactions les plus risquées, les situations les plus intéressantes de leur point de vue. Et leur objectif était de monter à 50% en 2022. Donc là, on attend le prochain rapport pour savoir où est-ce qu'ils sont parvenus en fait, par rapport à cet objectif. Mais on voit bien qu'ils ont une ambition claire d'avancer rapidement là-dessus. Et pour eux, alors est-ce qu'il y a un lien de cause à effet ? C'est pas certain, mais ce qu'on voit depuis quelques années, c'est que le rendement du contrôle fiscal en matière de prix de transfert est intéressant. Donc pour eux, c'est probablement une stratégie gagnante. Donc on peut parier sur le fait qu'ils vont continuer à investir et continuer à appliquer cette stratégie. L'autre aspect sur lequel on pourrait aussi percevoir des évolutions du fait de ces investissements, c'est donc la conduite du contrôle fiscal. Effectivement, aujourd'hui, on ne perçoit pas de changement majeur, mais on sait qu'il y a une réelle volonté, comme tu le disais, on peut le voir déjà à l'étranger, mais il y a une réelle volonté en France aussi de former leurs équipes pour avoir de meilleures capacités sur ces sujets-là de traitement de données lors des contrôles fiscaux. On voit déjà aujourd'hui que pour ce qui est du FEC, ils ont eu du mal au début
Maintenant, il y a clairement des outils d'analyse automatique du fait pour détecter toutes les erreurs et parfois aboutir en fait à des redressements très, très faciles de leur côté. Donc même si sur ce plan-là, dans la conduite du contrôle fiscal, ils n'y sont pas encore, ils vont y aller. Il n'y a aucune raison de leur côté en fait, de ne pas faire ces investissements-là. Donc la conclusion de tout ça, c'est que de votre côté, du côté des contribuables, on ne peut pas ignorer en fait cette évolution de la donnée, et il faut en fait se mettre dans une situation où on est capable de maîtriser la donnée que l'on déclare, que l'on transmet, que l'on utilise pour se défendre dans les contrôles fiscaux. Il faut avoir un accès simple, rapide à la donnée et surtout fiable. Donc ça nécessite bien souvent des adaptations dans les systèmes tels qu'on les connaît aujourd'hui et ceux avec lesquels on travaille. Voilà. Alors, si on parle de données, un moyen pour l'administration d'en obtenir, c'est les perquisitions. Aymeric, qu'est-ce qu'on observe là-dessus? D'accord. Alors là, on va parler, soyons clairs, on va parler donc de la procédure du LCSB. Donc on dit perquisition, mais en réalité, ce sont les opérations de visite et de saisie dans une procédure fiscale. On ne parle pas de la perquisition judiciaire, qui est encore un autre sujet. Je crois, ce que je comprends, les dernières en date qui ont fait un peu le tour en matière de bancaire, je comprends, étaient des perquisitions, non pas de LCSB, mais des perquisitions judiciaires. Donc, évidemment, c'est un outil impressionnant au sens propre du terme pour l'administration, puisque tout d'un coup, vous avez, dans une société qui ne s'y attendait pas, et parfois dans une société où il y a beaucoup, très informel, imaginez dans le monde de la tech, tout d'un coup, vous voyez débarquer des policiers, éventuellement avec leurs armes de service, et évidemment, c'est tout un drame pour l'entreprise. Généralement, ce type de perquisition ne passe pas inaperçu non plus. Assez souvent, ça passe assez rapidement sur BFM et dans les journaux. Donc, il y a clairement une volonté de maintenir cet outil. Pour vous donner un ordre d'idée, si vous regardez historiquement, entre 2016 et 2018, il y a en moyenne en France 200 perquisitions au titre donc du LCSB. Et là aussi, une certaine stabilité des chiffres. 60% de ces perquisitions avaient pour objet d'identifier en fait des établissements stables, c'est-à-dire des activités occultes avec un lien avec des activités internationales. Donc ça, il y avait une certaine stabilité. 2019, il y a une petite baisse de l'ordre de 10%. Je suis incapable de vous dire pourquoi. Après, évidemment, il y a les années Covid, 2020, 2021. Donc 2020, je crois que vous avez de l'ordre de 60 perquisitions en France. 2021, vous en avez 150. Donc a priori, on s'attend en 2022, et en tout cas de ce qu'on voit dans l'activité du cabinet, on s'attend à un retour aux années classiques, c'est-à-dire de l'ordre de 200. Point important, pendant les années Covid, quand même, l'administration a prioritisé justement l'activité de recherche d'activités occultes dans le cadre d'établissements stables, puisque c'est entre 80 et 90% des opérations qui avaient pour objectif d'identifier ces établissements stables. Donc, évidemment, c'est impressionnant. Certains groupes se préparent à ce type de situation. Vous ne pouvez pas préparer l'ensemble des salariés, mais en revanche, vous pouvez au moins préparer quelques personnes importantes de faire en sorte que l'opération se passe correctement. Le contribuable n'est pas totalement démuni, même si l'administration et la police arrivent en force. Le contribuable a évidemment le moyen de se faire accompagner par des avocats qui même peuvent arriver assez nombreux. On est capable de se mobiliser en grand nombre dans ce genre d'opération. L'opération peut durer évidemment presque 24 heures, puisque c'est la loi, une opération doit continuer, sinon l'administration doit demander une nouvelle ordonnance du juge des libertés, et c'est pour ça que l'opération peut durer très longtemps, parce que s'ils l'interrompent, ils doivent obtenir une deuxième ordonnance. Et enfin, évidemment, l'ordonnance elle-même peut être contestée. Au cours des opérations de type LCSB, il est important de tenter de filtrer ce que l'administration va prendre, s'assurer qu'elle ne prendra a priori que ce qui concerne directement l'enjeu de cette perquisition, et évidemment on essaye dans la mesure du possible de conserver le secret professionnel entre la société et ses avocats. En particulier, dans le cadre de cette procédure, l'administration s'efforce de ne pas prendre, évidemment suite à nos recommandations, s'efforce de ne pas prendre des documents qui seraient couverts par le secret professionnel. Donc une reco pratique, c'est d'avoir le numéro de téléphone de l'avocat directement sur le téléphone des collaborateurs. Évidemment, perquise, lien avec le pénal. Eric, tu peux nous en dire plus ?
Oui, et ça fait le lien en effet, puisqu'on voit aujourd'hui l'administration, notamment sur ces sujets d'établissement stable, de recourir rapidement à cette procédure en cas de doute, avec une novation aussi, c'est la perquisition en cours de contrôle, puisque à l'origine, l'administration et le juge le lui interdisaient d'ailleurs, considéraient que puisqu'elle était déjà dans l'entreprise, elle avait accès à un certain niveau d'information et donc elle n'avait pas besoin d'envahir les locaux de l'entreprise comme tu viens de le décrire, Aymeric. Finalement, le juge l'autorise et donc on le voit dans certains cas, lorsque le dialogue se grippe, lorsque le vérificateur a le sentiment qu'on lui cache quelque chose, eh bien, il est en mesure d'aller chercher cette autorisation du juge pour déclencher l'opération de LCSB, avec derrière toute la logique de pénalisation 40%, 80%, qui permet aujourd'hui, avec la fin du verrou de Bercy, d'entrer dans cette dimension pénale, ce qui n'était pas forcément le cas autrefois. Aujourd'hui, c'est automatique, et c'est donc un vrai sujet d'inquiétude et d'interrogation, sachant que les procureurs ont une position assez ambivalente finalement sur ce sujet-là, à la fois extrêmement intéressés par le sujet, parce que ça peut éventuellement être un sujet médiatique à mettre à leur crédit, parce qu'ils ont le sentiment que la fiscalité est un vrai sujet de fraude, et dans le même temps, un manque de ressources et de moyens évident, parce que pas forcément le nombre de personnes adéquates pour mener ce type d'opération, et en tout cas pas forcément la compétence. Donc on sait aujourd'hui que l'administration fiscale, avec la chancellerie, échange, essaye de donner des bonnes pratiques, de laisser des indications de la part de l'administration fiscale à ceux qui pourraient conduire ces opérations dans le cadre pénal. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Quelle est vraiment la direction qu'ils vont prendre? On ne le sait pas encore exactement. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'en lien avec ce que j'indiquais tout à l'heure, là où les prix de transfert étaient plutôt protégés parce qu'on considérait que ce n'était pas un sujet de fraude proprement dite, parce que c'était extrêmement technique, aujourd'hui on est plutôt à franc renversé. Prix de transfert aujourd'hui est pratiquement un synonyme de fraude. On le voit justement dans le cadre des débats qui ont lieu aujourd'hui, dans le cadre de la préparation de ce plan de lutte contre la fraude, qui aura donc les prix de transfert comme l'un des sujets principaux en tout cas. On a un autre pôle aussi à garder en tête, c'est le parquet national financier, qui clairement veut effectivement investiguer et se développer sur ces sujets fiscaux, donc aussi en matière de fiscalité internationale et de prix de transfert, avec là un objectif affiché qui n'est pas forcément de déboucher sur un long procès. La logique est vraiment plutôt de collecter un maximum d'informations. Coup de poing, comme tu le décrivais, Aymeric, en matière de procédure de visite et de saisie, mais évidemment directement avec une finalité pénale cette fois-ci. Donc on ne passe plus par le préalable de la collecte d'informations dans le cadre fiscal. On est de plein pied dans la procédure pénale directement, mais pas forcément, je le disais donc, dans l'objectif d'engager une procédure, mais probablement pour essayer de rechercher un compromis, de faire pression finalement sur le groupe pour déboucher sur composer, essayer de trouver une solution en gentleman agreement, si j'ose dire, sous forme de CJIP. Justement, Aymeric, sur cet outil, tu peux nous en dire un mot? Oui, donc la CJIP, donc c'est quelque chose qui est apparu il y a environ 7 ans dans le cadre de la loi Sapin 2. Initialement, elle couvrait les suspicions de corruption et de blanchiment. Très rapidement, la fraude fiscale a été intégrée et maintenant même les délits environnementaux. Bon, on ne va pas parler de cela, on va parler plutôt de fraude fiscale. Donc c'est une mesure effectivement alternative aux poursuites pénales. Quelles en sont les modalités? C'est un accord qui est signé avec le parquet et l'entreprise, validé par un juge, qui fait l'objet ensuite d'une publication sur, en particulier, le site. Alors il y a plusieurs sites qui peuvent le reprendre. Le site du ministère de l'économie et des finances, ainsi que le site du ministère de la Justice. Auparavant, il y avait aussi l'Agence France en charge de la corruption, mais ça, ils ont arrêté de les publier. Donc, l'intérêt est évident pour les deux parties, si j'ose dire. Pour la justice, c'est s'assurer finalement de la conclusion assez rapide d'une affaire, de mettre une pénalité
qui est censée être proportionnelle, c'est la loi proportionnelle à l'avantage qui aurait été retiré par le comportement suspicieux. À ce stade, gardez ça en tête, la CJIP n'est pas une reconnaissance de culpabilité, il y avait une suspicion, et l'intérêt de cette CJIP, c'est d'éviter évidemment le procès. Vous voyez bien qu'on est plutôt dans une logique de justice que je qualifierais à l'anglo-saxonne, une justice finalement négociée. Parmi les grandes CJIP, évidemment, on pense à l'affaire McDonald's. Ça s'est quand même réglé par un paiement total de 1,2 milliard d'euros diligentés donc sur une affaire qui a commencé par être diligentée en fait par des employés, par le CSE un des CSE de McDonald's. Donc ça permet de régler une affaire relativement rapidement. Du côté du contribuable, donc l'intérêt, c'est de ne jamais reconnaître sa culpabilité, c'est d'éviter une longue procédure pour le contribuable aussi, éviter le feuilletonnage. Imaginez qu'à chaque fois qu'il y aurait donc une instance, que ce soit tribunal, cour d'appel, éventuellement cassation, il y aurait eu des images éventuellement, même si c'est des images courtes, des avocats du grand groupe venant plaider pour l'entreprise. Donc ça permet d'éviter des images. Il n'y a pas d'image, c'est publié uniquement sur un site internet. Évidemment, les inconvénients, il y en a plusieurs. Il peut y avoir un inconvénient, on va dire, presque philosophique. Est-ce que c'est vraiment une justice quand on peut négocier sa peine et les conséquences de ces actes, en tout cas des actes faisant l'objet d'une suspicion? Donc ce sera plutôt les ONG qui vont plutôt considérer que ce n'est pas une vraie justice. Et puis par ailleurs, il y a la question des personnes physiques. En effet, la CJIP ne couvre que les personnes morales. Donc que se passerait-il si dans un groupe, en particulier un groupe international, en payant, le groupe finalement échappe à sa responsabilité pénale, alors que les personnes physiques qui probablement n'avaient pas beaucoup de choix dans la détermination et l'application de la politique de prix de transfert, que deviennent ces personnes si elles ont été accusées de complicité de fraude fiscale? Alors tu le mentionnais dans le cas de McDonald's avec le rôle du CSE, j'insiste sur le lien entre prix de transfert et participation. Et justement, on voit que le rôle du CSE devient instrumental. Dans McDo, on avait un contrôle fiscal préexistant, mais c'est eux qui ont entraîné la saisine du PNF. Il y a un deuxième cas en cours qui est GE, sur lequel on a une plainte devant le PNF pour blanchiment de fraude fiscale en mai 2022, perquisition en décembre 2022 sur ce dossier-là. Donc attention, très clairement, les syndicats qui s'étaient vus fermer la porte aux civils sur le côté lien entre participation et prix de transfert ont trouvé un très bon moyen. Et je dirais qu'ils ont trouvé quelqu'un en face qui a du répondant, qui est le PNF, qui de toute façon a envie d'instruire des dossiers. Donc c'est un moyen pour le PNF de se saisir. Et les syndicats, eux, comptent bien utiliser ça pour justement gagner des choses en matière de participation pour les salariés. Donc c'est un point excessivement important. Et ça veut dire notamment dans tout sujet de changement de politique de prix de transfert, dans tout sujet de restructuration, bien avoir en tête la partie communication sociale au sein du groupe considéré. Alors, si on poursuit et on termine notre panorama sur l'ensemble de ces thématiques-là, il nous reste la partie jurisprudentielle. Alors, Aymeric, Eric, vous l'avez déjà un petit peu abordé, mais en synthèse, quel est ton sentiment, Aymeric, sur l'évolution de cette jurisprudence? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Oui, pour moi, il y a trois mouvements. On va dire le premier... Et après, vous verrez, c'est peut-être contradictoire avec ce que je vais dire ensuite, mais le premier, c'est une simplification peut-être à l'extrême de l'application de la méthode transactionnelle à la marge nette dans le cadre d'un distributeur. Ça, c'est évidemment la conséquence de la jurisprudence GE médicale, où tout d'un coup, ça ouvre à l'administration des perspectives qu'auparavant lui étaient empêchées. C'est-à-dire que quand vous reprenez les jurisprudences d'avant GE médicale, généralement l'administration perdait au niveau du Conseil d'État sur la charge de la preuve. Il faut dire que pourquoi? Parce que les méthodes employées à l'époque étaient plutôt la méthode du prix comparable sur le marché libre. Depuis que GE médicale a ouvert la porte à des redressements en méthode transactionnelle à marge nette,
je crains que les cours et les tribunaux l'appliquent de manière assez indifférenciée, ne se posent pas trop de questions sur les comparables. Il n'y a quasiment aucun débat sur les comparables. Donc si le contribuable n'est pas capable de rejeter tous les comparables de l'administration, ils sont quasiment acceptés sans trop de débat par les juges. Pareil, le placement du redressement à la médiane est quelque chose qui fait maintenant très peu l'objet de vrais débats par les juges. Si on accepte donc la jurisprudence TCL, généralement la médiane est prise quasiment automatiquement par le juge. Donc ça c'est dommageable, il me semble, où il y a eu peut-être une simplification à l'extrême de l'application de la méthode de traction de la marge nette. C'est contradictoire avec ce que je vais vous dire maintenant, puisque par ailleurs on constate, il me semble, une plus grande technicité dans deux domaines qui passent devant les juges. D'abord, alors c'est presque anecdotique, mais je pense que ça aura son importance dans le futur, c'est la remise en cause de la notion d'entrepreneur principal, ça c'est la jurisprudence RKS. Alors, sans faire de l'archéologie, je vous rappelle que l'entrepreneur principal, il apparaît dans le guide à l'usage des PME des prix de transfert, je crois qu'il date de 2006, et qui tout d'un coup apparaît dans un BOFIP, le BOFIP sur les prix de transfert. Donc c'était une notion en fait développée par l'administration française qui initialement était une notion extrêmement simplificatrice et qui tout d'un coup est devenue la doctrine de l'administration. Dans le cas de la jurisprudence RKS, au niveau du Conseil d'État, il y a une remise en cause du principe même de l'entrepreneur principal. Néanmoins, quand vous lisez l'arrêt, vous ne voyez pas cette remise en cause de manière aussi directe. C'est dans les conclusions du commissaire du gouvernement, du rapporteur public, dans les conclusions du rapporteur public, il y a une vraie remise en cause de la notion d'entrepreneur principal. Donc on peut espérer qu'avec le temps, cela diffuse au niveau de l'administration et au niveau des autres juridictions pour que l'entrepreneur principal ne soit pas la justification principale des redressements que l'on voit. Enfin, c'est en matière financière. Eric vous l'a décrit. En matière financière, il y a une vraie approche beaucoup plus technique du juge qui est prêt à discuter de la méthodologie Moody's, prêt à discuter de risque-calc, prêt à discuter de swap, prêt à discuter des ajustements à réaliser en matière, par exemple, de maturité d'un prêt, etc., etc. Donc là, il y a un vrai gain en technicité. Néanmoins, il faut être honnête, on n'est pas au niveau de la technicité, par exemple, et c'est dommage que Julien ne soit pas là pour en témoigner, de la technicité, par exemple, en matière de droit de la concurrence. On n'est pas du tout sur les mêmes types d'analyses et les mêmes débats techniques que vous pouvez avoir auprès du juge en matière de concurrence que l'on voit auprès du juge administratif en matière de fiscalité et de prix de transfert. Alors après le bâton ou les bâtons, parce qu'on voit que les outils ou les attaques des administrations sont assez fortes, on peut regarder un aspect positif. Donc après le bâton, la carotte, si on peut dire. On voit que l'administration fiscale investit beaucoup dans le renforcement de la relation avec le contribuable. Eric, est-ce que tu peux nous en donner un éclairage ? Oui, c'est vraiment la logique retenue dès l'origine avec les lois de 2018 et puis l'ouverture d'un certain nombre de possibilités d'échange avec l'administration fiscale française début 2019. La logique est vraiment celle-ci. Il le disait d'ailleurs timidement ou en se cachant presque à l'origine, c'est beaucoup plus clair aujourd'hui. C'est aussi un élément de programmation du contrôle fiscal pour eux. Donc soit on échange avec l'administration, et donc en effet on peut comprendre que l'administration est capable de mieux interpréter, mieux comprendre ce qui se passe au sein de l'entreprise, soit ce n'est pas le cas, et donc on viendra pour se renseigner et prendre les informations utiles dans le cadre du contrôle. Donc plusieurs possibilités sont offertes. L'une est l'échange dans le cadre de la relation de confiance avec le service partenaire de l'entreprise, qui permet d'avoir un point de contact unique et d'échanger avec l'administration de manière plus ou moins régulière, un peu à votre initiative, mais en revanche de manière sûre tout au long de l'année, et qui permet à l'expérience, et pour en avoir discuté avec certains d'entre vous, de manière assez ouverte avec l'administration fiscale, soit parce que la personne qui est votre référent connaît le sujet et est en mesure de vous accompagner, soit parce qu'elle est capable d'aller chercher le sachant au sein de la DGFiP et de rentrer dans le détail de manière un peu plus affûtée. Donc, première possibilité qui permet vraiment d'avoir ce débat
d'obtenir de la sécurité juridique, puisque c'est formalisé ensuite sous forme de rescrit, et donc d'engager sous forme régulière, plutôt rapide, plutôt ouverte, avec des échanges qu'aujourd'hui on n'est plus capable d'avoir avec les services d'administration centrale de la DGFiP dans le cadre des rescrits. Autre possibilité, c'est le guichet de régularisation, le service de mise en conformité, qui permet une approche différente, mais qui permet aussi d'échanger, en dévoilant auprès de l'administration quelque chose qui vient d'être découvert et qui est non conforme, dans certains cas et en particulier en matière de fiscalité internationale. Ça peut être le cas notamment en matière d'établissement stable, en apportant tous les éléments de fait et en discutant avec eux les éléments de rémunération qui doivent être alloués à cet établissement stable, avec en contrepartie une atténuation des intérêts de retard et des pénalités associées. Et en tenant compte pour une part aussi de l'imposition qui a déjà été payée éventuellement à l'étranger. Donc un élément qui peut être assez puissant d'échange et de mise en conformité, puisque ça permet encore une fois d'échanger régulièrement et de corriger en tout cas des éléments qui peuvent être assez redoutables, puisque ce sont typiquement ceux qui déclenchent les opérations de visite et de saisie que tu évoquais tout à l'heure, Émeric. Alors, on a vu surtout nos questions sous l'angle juridico-fiscal. Et si on changeait de dimension maintenant en se posant la question des impacts économiques? Le monde est assez bouleversé, on a vu la crise du Covid, on voit la crise ukrainienne. Qu'est-ce que ça veut dire quand on prend de la hauteur d'un point de vue économique? Et qu'est-ce qu'on peut se dire sur l'avenir des prix de transfert en tant que tels, donc des flux intragroupes, avec tous ces bouleversements économiques? Guylain, peux-tu nous en dire quelques mots? Je vais me jeter sur une thématique qui est quand même assez récente en fait depuis le Covid, depuis 2020, c'est ce qu'on appelle la démondialisation. Donc on l'entend en fait quasiment tous les jours. On a 4 causes en fait d'appel à la démondialisation, surtout en Europe, surtout en France. La première cause, c'est la perte de souveraineté. On l'a vu avec l'épisode des masques. On s'est retrouvé en mars 2020 sans masque. Donc on s'est dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi on n'a pas de masque en France? En fait, effectivement, ils sont produits en Chine, et donc en Chine, les frontières étaient fermées. Donc ça, c'était le premier facteur. Deuxième facteur, évidemment, écologique, c'est qu'aujourd'hui, le localisme est un moyen, en fait, de réduire les émissions de CO2, donc de reproduire en France, etc., et d'être proche des lieux de consommation. Ça peut être positif pour la planète, etc. Donc on l'entend de la part des écologistes. On a un troisième élément, c'est la concentration des multinationales. On a atteint aujourd'hui un seuil de concentration qui est très élevé, qui n'a jamais été vu dans l'histoire économique, en tout cas des grands groupes. On voit les GAFAM qui aujourd'hui, par exemple si on prend le cas d'Apple, sa capitalisation boursière fait la taille du PIB français. Si on prend l'ensemble des GAFAM, en ajoutant plus Netflix, Nvidia, c'est en fait le PIB américain. Donc c'est quand même assez important. Ça a des incidences aussi sur les règles de concurrence, ça a des incidences sur leur pouvoir vis-à-vis des grands États. Donc ça, c'était le troisième facteur. Et puis enfin, et on l'a vu en 2021 notamment, c'est l'apparition de petits grains de sable dans nos chaînes de valeur mondiales. On l'a vu avec Evergreen, par exemple, dans le canal de Suez, qui s'est échoué et qui a bloqué en fait tout le commerce mondial pendant des semaines. Donc ça a généré des pénuries de composants, des pénuries de matières premières, etc. Dans le même temps, on a eu, sous Trump, puis ça continue un petit peu avec Biden, on a une guerre sino-américaine d'un point de vue commercial. Voilà, on a tous ces petits événements qui, en fait, contrarient notre commerce extérieur, etc. Donc ça, c'est pour le constat. Maintenant, dans l'appel au localisme, il y a quand même des limites. La première limite, évidemment, et tout le monde le sait, c'est qu'il va y avoir un impact sur le coût de la vie. Si on commence à produire de l'électroménager, reproduire plutôt, en France, si on reproduit des t-shirts en France, etc., par exemple, si on prend une machine à laver, quand on l'achète, quand il est produit en Pologne et qu'il est vendu en France, c'est à 300 € en entrée de gamme, là, on risque de tripler les prix, peut-être d'excéder même 1000 €. Donc en période d'inflation, c'est malvenu. Ça, c'est la première limite. La deuxième limite, elle est assez importante également, c'est qu'aujourd'hui, le localisme n'a pas vraiment d'avantage comparatif si on compare à la délocalisation dans des pays à bas coût. Alors, le terme qu'on peut utiliser pour ceux qui aiment bien un petit peu l'économie, c'est le coût marginal. Par exemple, le coût marginal du transport maritime, et ça on le connaît, je ne vais pas nommer la boîte française qui est très présente là-dedans, le coût marginal du transport maritime est décroissant, très fortement décroissant. Et donc,
aujourd'hui, on a un souci, c'est que le localisme n'a pas cet avantage vis-à-vis en fait de la délocalisation dans des pays à bas coût. Parce que plus on fait de kilomètres, plus on a de volume, moins le coût marginal est élevé. Donc aujourd'hui, ce qui pourrait se passer, on pourrait par exemple taxer, comme propose notre cher commissaire Thierry Breton, la tonne de CO2, donc la taxe carbone, l'instaurer, mais aux frontières de l'Union européenne par exemple. Donc ça, c'est les limites. Je vais passer très vite sur les conséquences, parce que là, on est dans une discussion plutôt de prix de transfert. Et juste avant de passer sur l'avenir des flux intragroupes, déjà, c'est de voir un petit peu le panorama d'un point de vue français. On n'a pas constaté pour le moment une relocalisation des sites de production. Malheureusement, notre balance commerciale s'est dégradée fortement et continue de se dégrader. On a eu une balance commerciale qui a eu un déficit, par exemple, de 160 milliards, si je ne me trompe pas, en 2022. On enlève l'énergie, parce qu'effectivement, c'est une énorme incidence. On est aux alentours de 80 milliards. C'est quand même assez impressionnant. Dans le même temps, on a énormément d'investissements directs étrangers en France, mais malheureusement, c'est très peu dans l'industrie. Ça représente plus ou moins 25%. Et si je ne me trompe pas, la plupart des projets d'investissement dans l'industrie, c'est plutôt pour financer des extensions de sites. Pour aller vers les flux intragroupes, et donc prenons quand même ce postulat de relocalisme, même s'il n'est pas pour le moment observable, on aurait des effets attendus vis-à-vis des biens, ça c'est une évidence, et on le voit en fait par exemple dans l'automobile. Je ne citerai pas non plus les grands groupes qui se relocalisent, mais c'est intéressant parce qu'on voit que d'un point de vue des biens intermédiaires, et parce qu'on a une concentration sectorielle, qu'elle se fasse d'un point de vue vertical ou horizontal, mais surtout vertical, on va reconcentrer la production de biens intermédiaires et de biens finis dans un même endroit. Donc on va avoir par exemple dans l'automobile les tier 1, tier 2 qui se retrouvent au même endroit, qu'ils soient dans un même groupe ou qu'ils aient des sous-traitants qui soient un peu des satellites de l'usine principale. Par exemple, on retrouve en Slovaquie un énorme site qui fait la taille de Bruxelles par exemple. Voilà. Par contre, on peut avoir aussi un effet un peu cosmétique. C'est-à-dire que je prends l'Allemagne est connue pour être plutôt dans la finition, etc. Donc peut-être qu'on aurait surtout des flux intragroupes de biens avec toute la production qui est faite dans un pays très lointain avec très peu de coûts. Et en fait, on aurait un label qui serait bien allemand ou bien suisse ou bien français, etc. Donc on aurait vraiment la finition qui serait faite. Ça, c'est pour les flux intragroupes de biens. Pour arriver aux services, ce qui est certain, c'est que si on les compare aux biens, où on risque effectivement d'avoir plutôt une réduction dans les années à venir, dans les services, on aurait plutôt une explosion. Surtout pour des services qui seraient ce qu'on appelle business, non plus les simples management services ou support services, mais vraiment les services métiers de support à la production, d'ingénieurs, etc. Là, on peut s'attendre à une explosion. Et enfin, le plus important, ce sont évidemment les incorporels. Alors, on a vécu une révolution technologique ces dernières décennies qui était plutôt dans le contenant, c'était le téléphone lui-même, etc. Aujourd'hui, on est dans le contenu. Donc, le contenu, c'est les applications, ça va être ChatGPT que tout le monde connaît. Donc là, on va avoir aussi des nouveaux flux, dématérialisés complètement, avec des apports qui sont en termes de contenu. Donc, de notre opinion économique ou un petit peu aussi juridique, évidemment, c'est que c'est un vœu pieux quand même d'avoir une baisse du commerce extérieur. Par contre, ce qui est évident, c'est qu'on est en train de vivre une révolution où le tertiaire et surtout la partie numérique du tertiaire va encore plus exploser et prendre le pas vis-à-vis par exemple, des flux intragroupes de biens. Alors, toujours sur la mondialisation, peut-être un succès de la mondialisation fiscale, c'est l'entrée en vigueur de pilier 2, avec un minimum de taux d'imposition au niveau mondial. Justement, là-dessus, Guylain, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors, donc effectivement, le fameux pilier 2, alors on en attend énormément. Alors peut-être que d'abord, il faudrait qu'on dresse un constat, un état des lieux de ce qu'est le système fiscal international. D'un point de vue économique, le système fiscal international, on considère comme un jeu non coopératif où chaque État décide du taux d'imposition de sorte à maximiser son bien-être, le bien-être de sa collectivité. Alors ça fonctionne, oui, mais on va le voir que finalement, il y a quand même deux limites à cela. Donc la première limite, c'est que les États, notamment les petits, ils vont vouloir attirer un maximum de capitaux. Donc ça, c'est le jeu, c'est que j'essaie de trouver tous les facteurs possibles d'attractivité pour attirer les capitaux, attirer la base imposable, etc. Et donc la base imposable, bien sûr, les bénéfices, le rendement des capitaux. Le deuxième élément, c'est qu'en lien avec ça, je vais forcément vouloir réduire le taux d'imposition, parce que je pense que c'est un facteur très important en tant qu'État. Or, depuis, en 30 années, on est passé d'un taux moyen d'imposition des bénéfices de 40% à aujourd'hui 20-22%. Donc c'est quand même une forte baisse.
Donc dans un tel schéma, on a quand même un souci de financement des biens publics. D'ailleurs, la production de biens publics a fortement diminué dans ces mêmes décennies. Je ne sais pas s'il y a des grands adeptes du dilemme du prisonnier, mais on est dans une situation un peu de jeu non coopératif où les deux prisonniers vont recevoir la sentence la plus maximale. Donc c'est pas forcément très positif. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez du contexte, mais c'était en 2017 que les Français et les Allemands ont participé au G7 au Canada et ont proposé cette magnifique proposition qu'on appelait à l'époque GLOBE ou GLOBI, donc le futur pilier 2. Et aujourd'hui, maintenant, il est passé 6 années, on a vécu le Covid, on a une explosion, il faut le dire quand même, ou une détérioration, détérioration, on va dire, des finances publiques françaises. On a une dette publique qui représente plus de 110% du PIB, un déficit qui a du mal à quand même passer sous la barre des 5%, et dans le même temps, on a des recettes fiscales d'IS qui, elles, gentiment explosent. Donc aujourd'hui, on a dépassé les 60 milliards pour 2022 de recettes d'IS, net de tous les dégrèvements, les crédits d'impôt, etc. Donc c'est intéressant. Ce qui fait qu'on en attend énormément du pilier 2. On est tous d'accord, on attend quand même que ça génère un rendement significatif. Alors l'OCDE a estimé si je ne me trompe pas de chiffre, 220 milliards les recettes mondiales liées au pilier 2. Alors ce qui fait que pour la France, si on prend l'hypothèse que la France représente 3-4% du PIB mondial, on aurait des recettes aux alentours de 6-7 milliards. Alors c'est bien beau, mais ça fait beaucoup de recettes. Ça représente d'ailleurs 6% du déficit public, seulement 6%, malheureusement pour nous, et 10% des recettes d'IS. Alors, de mon point de vue, c'est quand même beaucoup, sachant qu'il y a une énorme hypothèse qui a été prise par l'OCDE, c'est que les pays, notamment l'Irlande, la Suisse, n'allaient pas forcément s'aligner au taux de 15%. Patatras. La Suisse dit que l'année prochaine, elle va transposer le pilier 2. Pareil pour l'Irlande, puisque unanimement, le Conseil de l'Union européenne a décidé de transposer en loi nationale. Ce qui fait que, de notre point de vue, et si on fait une rapide estimation de ce que ça pourrait réellement générer en tenant compte de cet alignement, on tomberait à 2-3 milliards de recettes d'IS supplémentaires. Donc c'est pas grand-chose finalement. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on est dans un rebond conjoncturel et vu les recettes d'IS, on n'est pas forcément en plaindre pour le moment. Maintenant, d'un point de vue un peu plus économique, et je terminerai là-dessus, c'est ok, le pilier 2 c'est bien beau, on a vu que le rendement attendu n'est pas forcément si élevé que cela, mais en plus on a d'autres problématiques. La première problématique, c'est que, et je prends encore l'exemple de la Suisse, qui est un pays que je connais très bien, mais ils ont annoncé déjà en 2022 qu'ils allaient, en contrepartie d'une hausse de taux, d'un alignement à 15%, d'octroyer des subventions pour la recherche, de baisser peut-être les cotisations sociales, de baisser la retenue à la source sur les dividendes, donc de trouver des mécanismes pour compenser la hausse du taux fédéral ou du taux cantonal pour les cantons les plus agressifs. Ça, c'est le premier élément. Donc on a une nouvelle concurrence fiscale finalement en termes de subventions cette fois-ci ou d'autres choses. Deuxième élément, c'est que très bien, on est en train d'annihiler le moins 10 ans fiscal d'un point de vue taux d'IS, mais dans le même temps, en fait, on va avoir une concurrence qui est beaucoup plus accrue sur le capital réel. Donc, on a réglé le problème des transferts de bénéfices, mais aujourd'hui, nous, on se bat tous entre États, en lien avec la souveraineté économique, pour attirer les capitaux, pour qu'ils investissent et qui financent en fait des infrastructures, etc. Donc là, on aura une guerre qui sera plus une guerre d'investissement commercial, etc. Donc ça, c'est la deuxième conséquence ou limite. Et enfin, ce qui est très important aussi, c'est que on va avoir un effet sur le bien-être général qui peut être aussi assez négatif. Parce que si on prend par exemple des États comme l'Irlande et la Suisse qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas besoin de recettes pour financer quoi que ce soit, parce que c'est des pays qui se portent bien, en fait ils vont aller de fait, en augmentant le taux d'imposition, ils vont garder à la fois leurs entreprises et les multinationales qui sont dans leur pays, et dans le même temps, ils vont avoir forcément un transfert de ressources budgétaires, par exemple de France, vers l'Irlande et la Suisse. Donc de fait, nous on aura peut-être aussi un sous-financement d'infrastructures et donc une baisse du bien-être collectif en France. Donc voilà, tout ça n'est pas très joyeux, mais c'est tous les effets pervers qu'on peut attendre aussi d'une instauration minimale, d'un taux minimum au niveau mondial. Voilà. Alors, d'un point de vue prix de transfert, c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est le pilier 1. L'OCDE le présente parfois en disant que ça va permettre de tuer les prix de transfert. Eric, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qu'on peut attendre sur le pilier 1 ? Oui, je ne suis pas sûr que je sois aussi positif que Guilain quant au succès du pilier à venir, mais la logique en effet, c'est vraiment pour l'OCDE une espèce de compensation
à cette espèce d'espace béant post-BEPS qui avait vu se renforcer un certain nombre de sujets et qui conduisait clairement à des doubles impositions, sans être vraiment parvenu, en dépit d'une action de BEPS dédiée à l'élimination de la double imposition, de créer quelque chose qui était un peu plus consensuel, qui était plus juste, en tout cas c'était la logique, qui était probablement aussi un petit peu plus simple à gérer pour les groupes, donc il y avait une espèce d'ambition d'aller dans cette direction et qui devait normalement supprimer toutes les doubles impositions. Alors peut-être une chimère au fond parce que ce n'était pas la première tentative. Au niveau de l'Union européenne, des actions avaient été engagées de longue date et sur long terme avec la base commune consolidée de l'impôt sur les sociétés, qui a beaucoup occupé, qui a beaucoup fait réfléchir et qui finalement n'est jamais parvenu à se concrétiser parce que c'est un travail qui est extrêmement compliqué et qui est souvent difficile dans la mesure où les taux ne sont pas les mêmes, mais les bases imposables sont évidemment radicalement différentes avec des approches par les pays qui sont complètement variables d'un pays à l'autre, donc avec une vraie complexité d'harmonisation déjà au sein de l'Union européenne, donc a fortiori lorsqu'on essaye de le regarder dans le cadre de l'OCDE. Ce combat n'est pas complètement achevé au sein de l'Union européenne, puisqu'on voit qu'il y a un projet BEFIT qui est toujours là et qui continue d'évoluer au cas où, si justement le pilier 1 n'est pas en mesure de se développer. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les travaux de l'OCDE sont plutôt à l'arrêt sur ce plan-là. On ne voit rien de véritablement nouveau arriver sur le devant de la scène. Voire, au contraire, on voit un certain nombre de choses de se développer, dans la mesure où pilier 1, dans un premier temps, en tout cas c'était la première option valide pour l'OCDE, c'était de viser les plus gros groupes, ceux de plus de 750 millions d'euros, c'était vraiment l'objectif de chiffre d'affaires. Or, la logique était du coup de remplacer en principe les DST qui avaient été mis en place de manière anarchique par différents pays. Or, on observe d'une part que ceux qui n'en avaient pas continuent d'essayer de s'en doter. Aujourd'hui, la création des taxes sur les activités numériques, elle est toujours en marche et on voit toujours des pays en mettre en place, ce qui semble montrer qu'au moins ces États ne parient pas sur un succès et sur un aboutissement à terme de ces travaux. Deuxième élément, ceux qui sont plutôt allants, par exemple le Canada, voient apparaître un certain nombre de débats publics en disant attention, on voit bien que ce pilier 1 n'est pas encore mûr, donc on ne peut pas abandonner, on ne peut pas désarmer notre taxe sur les activités numériques trop vite, puisque certains sont... Vous vous souvenez que c'était un débat au sein de l'Union européenne, notamment lorsque la France avait créé sa propre taxe sur les activités numériques, de savoir si elles avaient une durée de vie limitée. Elles s'évaporaient au bout d'un certain temps, pariant justement sur l'arrivée rapide de ce pilier 1. Eh bien, les pays qui ont mis en place cette péremption programmée se battent aujourd'hui pour essayer de le prolonger, voyant que pilier 1 n'est encore pour le moment pas mûr. Alors, un des angles du pilier 1, c'est une sorte d'allocation forfaitaire. Est-ce que c'est des choses qu'on observe déjà? Thomas, est-ce que tu peux nous donner peut-être quelques exemples sur le marché dans certains pays où ces allocations forfaitaires sont proposées ou préconisées par les administrations fiscales? Tu veux dire des safe harbors? Alors, un exemple assez représentatif de ce qui existe aujourd'hui et qui va changer, ne sont pas réellement des safe harbors, ce sont plutôt des systèmes qui permettent à la fois à l'administration de disposer davantage d'informations et qui offrent en contrepartie aux contribuables une certaine sécurité. Donc, un exemple dans ce domaine-là, c'est le système qu'a mis en place l'administration fiscale en Australie. Donc, l'administration fiscale a publié des niveaux de rémunération issus d'études qu'elle a pu faire, donc des benchmarks pour différents types de transactions, et en associant à chaque niveau de rémunération une note ou un niveau de risque pris par le contribuable. Donc le contribuable le sait à l'avance, en fonction de là où il se situe, le risque qu'il prend par rapport à la vision et au jugement que fait l'administration australienne de cette situation. Donc ils ont fait ça pour un certain nombre de transactions, notamment pour les transactions financières et pour tout ce qui est activité de distribution en Australie, ce qu'ils appellent Inbound Distribution Activity.
Et donc, les contribuables, en tout cas les plus importants, au-dessus d'une certaine taille, sont tenus de faire ce qu'ils appellent un self-risk assessment pour se situer en fait vis-à-vis de ces niveaux de rémunération et donc ces niveaux de risque publiés par l'administration. Il y a toute une méthodologie à suivre pour appliquer en fait cette logique qui est publiée par l'administration. Et une fois que les contribuables ont fait ça, ils doivent déclarer leur niveau de rémunération dans leur liasse fiscale. Et donc l'administration utilise cette information par la suite pour planifier ces contrôles fiscaux. Donc on voit bien en fait le deal implicite qu'il y a derrière ça. L'administration vise à mettre les contribuables dans une situation où ils vont décider par eux-mêmes du niveau de risque qu'ils prennent. Donc ils peuvent s'offrir une certaine sécurité fiscale en mettant en place une politique de prix de transfert qui soit conforme aux attentes de l'administration australienne. Et en même temps, ça simplifie la planification du contrôle fiscal pour l'administration australienne. Donc ça, c'est un exemple, c'est pas vraiment un safe harbor, mais en tous les cas, ça met les règles du jeu sur la table, et après, ce sont les contribuables qui prennent leurs décisions et qui peuvent prendre plus ou moins de risques. Oui, on voit aussi la publication par certaines administrations, justement, de niveaux de marge attendus dans certains domaines. Là, les champions, c'est plutôt les Indiens. Alors, on a passé 1 heure à échanger sur ces sujets-là. J'espère que vous ne sortez pas complètement déprimés. Il y a des sujets, très clairement, on voit que la barre est de plus en plus haute, la pression est de plus en plus forte. Maintenant, quelques motifs d'espoir peut-être. Le premier, c'est que le pire n'est jamais certain. Parfois, on a des annonces, parfois, on a des velléités de l'administration de taper plus fort sans que ça aille très très loin. Vous vous souvenez tous peut-être de la carte des radars fiscaux qui était annoncée comme un super outil pour justement forcer les groupes à déclarer et à cesser certaines pratiques. Au final, ça n'a pas eu un effet très très fort. Ce qu'on voit aussi, c'est que les prix de transfert perdureront, quoi qu'il arrive. Pilier 1, pilier 2 n'arriveront pas à mettre fin à cette logique de prix de transfert parce que derrière, il y a une logique de concurrence fiscale qui est très importante et qui est très forte. Donc ça, c'est évident. D'un point de vue économique aussi, comme le soulevait Guylain, on parle de démondialisation, mais ça se traduira sans doute par des évolutions sur la supply chain, mais rien qui vont durablement faire cesser ces prix de transfert. Autre motif d'espoir peut-être, les outils. On a parlé un petit peu dans la table ronde Operational TP, et vous pourrez venir échanger avec nous là-dessus sur le corner qui sera dédié à cette question-là. Très clairement, on voit des révolutions qui sont en train d'arriver sous l'angle de la gestion des données, sous l'angle de la gestion de l'information. C'est-à-dire que le fiscaliste de demain passera peut-être moins de temps sur la production de compliance et plus de temps sur de l'analyse ou justement des choses à plus forte valeur ajoutée. Ce qui lui permettra d'avoir une vision et une gestion de ces risques qui sera peut-être, on l'espère, meilleure et plus efficace. Je vois que certains ont l'air dubitatifs, mais on pourra échanger là-dessus lors